Bonjour à toutes et tous, c'est Rémi, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo spéciale tour de toute ma configuration d'enregistrement, c'est-à-dire tout le matériel que j'utilise pour m'enregistrer. On va en faire le tour le plus complet possible. Et tout ça en un minimum de temps pour que ça reste digeste pour vous. C'est une vidéo qui m'a été demandée par un certain nombre d'abonnés puisque par les temps qui courent et dans tous les cas depuis plusieurs années, vous êtes de plus en plus à tenter l'expérience de l'enregistrement depuis chez vous. Et je vais donc vous montrer tout le matériel que j'utilise pour que ça puisse vous aider, je l'espère, et vous donner des idées de configuration et d'achat de matériel. On est parti! En premier, les pièces maîtresses, on va dire, du setup de l'installation pour pouvoir s'enregistrer, ce sont bien évidemment l'ordinateur et là où l'est dans mon cas, carte son. Donc ordinateur et carte son, et vous allez voir qu'il n'y a pas besoin d'avoir un matos de fou pour avoir un bon résultat. En premier, au niveau de la configuration de mon ordinateur, franchement je pense que c'est un ordinateur portable dans lequel beaucoup d'entre vous pourront se reconnaître puisqu'il est un petit peu vieillissant, c'est pas du tout le top du top. À l'époque c'était un bon truc quand même puisque c'est un HP avec un processeur Intel i7 à l'intérieur avec 8 Go de RAM et une carte graphique dédiée, je sais plus ce que c'est, mais qui je pense a cramé puisque j'ai fait pas mal de tests avec certains logiciels et elle n'avait pas l'air de fonctionner et l'ordi était en mode surchauffe total, donc je pense qu'il maintenant il utilise le chipset graphique intégré du processeur. Pas terrible, donc c'est pour ça que je le réserve exclusivement à l'enregistrement. Et au niveau du stockage, il y avait 1 Tera de stockage, ce qui est amplement suffisant quand on ne fait que de l'audio sur l'ordi en question. Je m'en sers vraiment que pour ça, pour tout ce qui est montage de vidéos YouTube et tout ça. J'ai une config fixe entièrement séparée qui n'a absolument rien à voir en termes de puissance. Lui, vraiment, je le garde pour les trucs simples. Donc vous voyez, c'est pas un truc du tout, un truc de fou quoi. 17 pouces l'écran, donc c'est assez lisible. Tout ça pour vous dire que franchement, vous pouvez vous enregistrer avec un truc pas forcément surpuissant, du moment que c'est juste pour enregistrer de la batterie et pas beaucoup d'autres instruments dessus, et surtout pas des instruments virtuels, synthé, plugins et autres machines virtuelles. C'est bon, ça passe, parce que c'est là qu'il va montrer ses limites et c'est pour ça à l'origine que je l'ai changé, enfin que j'ai acheté une config fixe à la place. Ensuite, au niveau de la carte son, j'ai ma fidèle Focusrite 18i20. Focusrite 18i20 première génération pour ceux que ça intéresse. Je suis pas très stable. 18i20 donc première génération, et pourquoi est-ce que ça pourrait vous intéresser? Eh bien tout simplement parce que depuis ils en ont sorti 2 autres modèles et franchement je ne saurais pas vous dire puisque je les ai pas eu entre les mains et j'ai autre chose à faire que de regarder les caractéristiques. Je ne saurais pas vous dire en quoi elles sont vraiment différentes à part le look comme d'habitude et quelques petites fonctionnalités. Mais celle-ci marche bien. Après, est-ce que je vous recommanderais d'investir tout votre argent dans une Focusrite étant donné que ça a quand même un certain prix, c'est pas non plus du Apogee ou du Universal Audio, mais c'est quand même, je l'avais payé aux alentours de 400 balles, 450, truc comme ça. Donc c'est un certain coût, et malgré tout, j'ai quand même eu un souci avec au niveau de cette entrée-là, qui avait un souci de gain beaucoup plus bas que tout le reste des entrées et que ça voisine notamment, ce qui fait que quand je branchais par exemple mon SPDSX, le côté droit était beaucoup moins fort et j'étais obligé de compenser à tel point qu'il y avait du souffle puisque le potard était quasiment à fond. Et je l'ai fait réparer, donc envoi en service après-vente, 1 mois sans la carte son et tout, réparation ok, et puis genre 2 mois après je me suis aperçu que ça refaisait la même chose. Et là, c'est bon, elle est plus sous garantie. On va laisser ça comme ça. Franchement, ces entrées, pardon, je m'en sers pas beaucoup. Pourquoi elle est aussi grosse cette carte son? Eh bien, tout simplement parce que c'est une 8 entrées et qui peut se mettre en rack. Donc derrière, je vous mettrai un petit plan. Vous avez 6 entrées sur les 8 et 2 autres ici. Donc 1, 2 et derrière,
vous en avez encore 6. Ne vous laissez pas impressionner par la taille. Les plus petites, même à 1 ou 2 entrées, ont exactement la même fonction, c'est-à-dire relier l'audio qui rentre dedans en USB à votre ordinateur pour vous permettre d'être détecté par le logiciel et de vous enregistrer. Tout ce qui change après, c'est le nombre d'entrées et de sorties. Et généralement, quand vous prenez quelque chose de correct, c'est pas la taille qui compte, dit-il. Certains d'entre vous sont peut-être déjà en train de se demander depuis tout à l'heure pourquoi est-ce que j'ai une deuxième carte son du coup en dessous. Alors, c'est pas tout à fait une carte son, c'est ce qu'on appelle une extension de carte son ADAT, donc audio numérique, quelque chose convertisseur. Voilà, un convertisseur audio numérique qui est donc relié par derrière avec un câble optique très fin et très cher. Enfin, plus cher que la majorité. Ouh. Ah. C'était la Lite. J'ai voulu m'asseoir sur ma magnifique barre de LED. Ça n'a pas fonctionné. Ne faites pas ça à la maison. Et je disais donc, notre extension ADAT, eh bien, elle me sert tout simplement, en étant reliée à la Focusrite, à lui rajouter encore des entrées, et en l'occurrence 8 entrées supplémentaires, ce qui fait qu'en tout actuellement, j'ai 16 entrées de disponibles, et je m'en sers en tout de 6 et 6, 12. En moyenne, 12, et du coup j'en ai 4 de RAB, si on compte l'entrée de la Focusrite qui a tendance à déconner. C'est ce qui me permet du coup d'avoir tous les micros sur chaque fût de la batterie, voire 2 par fût comme pour la caisse claire et la grosse caisse, comme vous le voyez sur mes vidéos. Et cette extension ADAT, du coup, c'est une Behringer. Pourquoi est-ce que j'ai pris une Behringer ? Eh bien, tout simplement parce que, vu la mauvaise expérience que j'avais eue avec la Focusrite, j'avais pas envie de repartir sur cette marque. Et dans ces gammes de prix-là, il n'y avait rien de vraiment intéressant. Et la Behringer, elle, je crois que je l'ai payée 160 €. Et je me suis dit, après tout, c'est pour une extension de carte son, je ne lui demande pas non plus la lune. Et bien, figurez-vous que pour l'instant, et je crois que ça fait 2 ans que je l'ai, je n'ai eu absolument aucun problème avec. Au niveau de la connectique, volet pour moi important du matériel d'enregistrement, puisque c'est quelque chose que j'aime bien garder des années, et j'aime quand c'est solide, puisque je traverse sur mon tapis pour arriver jusque derrière mon kit, et ça peut m'arriver de marcher plus ou moins régulièrement sur les câbles, donc j'aime bien qu'il soit costaud. La majorité de mes câbles, c'est du Cordial, donc une marque que je ne peux que recommander, puisque pareil, la qualité perçue et ressentie des câbles, pour moi, est très bonne, et la durabilité le prouve, puisque j'en ai en tout là, rien que pour les XLR, je dois en avoir une dizaine de chez eux, et j'ai eu d'autres types de câbles aussi de chez eux, et pour l'instant, zéro souci avec, et ça n'a absolument rien à voir avec rien que les Yellow Cable qu'on vous vend en magasin de musique spécialisé, à mon grand désespoir, et qui du coup sont au même prix que les Cordial sur internet. Je sais, c'est pas bien, il faut faire marcher le commerce local, mais à un moment donné, j'ai pas envie d'acheter du Yellow Cable pour le même prix, quoi, puisque ils sont beaucoup plus difficiles à rouler. J'ai pas spécialement eu de soucis avec, mais ça inspire moins de confiance, j'ai moins envie de les maltraiter, et ils sont plus difficiles à rouler, alors que les Cordial, grâce à leur revêtement et leur structure, sont vraiment très faciles à enrouler et dérouler. Vraiment, vraiment agréable. Donc je ne saurais que vous conseiller d'investir dans des bons câbles comme cela. Perso, j'ai pris en longueur des 10 mètres. On peut se contenter de 6 mètres. Franchement, ça peut faire le taf aussi. Mais moi, je préfère toujours avoir de la marge au cas où j'enregistre quelqu'un et que je dois déplacer mon meuble régie du coup en face. Et oui, ça m'est arrivé. Et du coup, j'étais bien content d'avoir des câbles de 10 mètres, même si des 6 mètres, ça aurait pu passer. Voilà, ça fait toujours un peu de marge. Et pour le prix, 20 € le câble. C'est sûr que ça fait une addition quand on en commande 10. Mais je trouve pas que ce soit déconnant de mettre ce prix-là dans un bon câble. Ça fait partie intégrante de la chaîne du son. Si vous avez une super carte son et un mauvais câble, le signal il va être un peu dégueulasse et ça sera la faute du câble. Et pour finir de ce côté, on a mes fidèles Shure SE215. Donc attention, nouvelle paire pimpante et tout à fait claire,
sans rouille et sans oxydation, que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Je suis reparti sur les 215 puisque je connaissais le son. Voilà, bon, j'avais pas envie d'être éventuellement déçu. Moi, je suis quelqu'un avec des habitudes. Quand j'ai l'habitude, c'est imbattable. Je repars systématiquement sur la même chose. Voilà, on a fait le tour de ce côté-là. On va passer, du coup, au micro. Alors, en ce qui concerne... Chut. Sans le timbre, c'est mieux. En ce qui concerne, du coup, les micros, eh bien, on va commencer par les éléments les plus utilisés, l'élément le plus utilisé. Sur la caisse claire, j'ai un magnifique Shure SM57, acheté d'occasion, mais qui, ma foi, était comme neuf. Je l'ai eu pour, il me semble, 70 ou 80 euros, au lieu de 110, 115, selon les marchands. Donc, ça valait le coup. Je l'ai eu par un ami de confiance, en plus, donc no problemo. Et puis, c'est des trucs vraiment costauds. Il a eu un souci, puisqu'une fois, j'ai voulu le dévisser comme un bâtard, hein, disons-le. Je l'ai dévissé et puis j'ai tiré un peu trop fort et le câble s'est dessoudé. Et là, j'ai commencé à avoir la goutte de transpiration qui coulait. No. Et en fait, mon père me l'a gentiment ressoudé puisqu'il a un petit poste à souder, tranquillou. Et ça remarche tranquille. Donc le fonctionnement à l'intérieur, hein, c'est assez simple. Il y a 2 fils basiques et tout, donc nos problèmes de ce côté-là. Pas déçu de Shure, hein. Il a une réputation, le SM57, c'est pas pour rien. Et sur la caisse claire, c'est un classique. Je l'ai à la base acheté pour ça, puisque lui, par contre, ça fait pas mal d'années que je l'ai, je pense bien 5 ans, facile, 5-7 ans même. C'est un des premiers micros que j'ai acheté avec les overheads qu'on verra ensuite. Et du coup, sur la caisse claire, il fonctionne vraiment bien. Et si vous enregistrez pour des gens, ils seront ravis en général. Pas toujours, mais la plupart du temps. En tout cas, ils seront contents de savoir que vous avez un 57 sur la caisse claire, puisque c'est un son caractéristique avec lesquels les ingé-sons savent à quoi s'attendre et savent travailler ensuite. C'est toujours important quand on fait de l'enregistrement. En dessous, et je vous mettrai une petite image du dessous, j'ai un Electro Voice PL37, je crois, parce que je connais mal les gammes de chez Electro Voice. Alors pourquoi j'ai pris ça? Tout simplement parce que c'était moins cher que mes 604 sur les tomes, et je voulais quelque chose qui puisse s'accrocher directement sous la caisse claire, au pied de caisse claire, pour pas faire un pied supplémentaire qui m'emmerde en dessous, et c'était franchement le moins cher. Et vu comment on dose peu le timbre en général dans un son de caisse claire, et surtout pour le peu de richesse que ça retransmet, en tout cas moi c'est mon avis, eh bien je me suis dit ça fait tout à fait le job. Il y en a qui mettent des micros bien plus chers ou alors un autre SM57 en dessous, mais bon, j'ai voulu me contenter de ça et je crois que je l'ai payé une quarantaine ou une cinquantaine d'euros, donc franchement pour le prix, on peut pas faire mieux, quoi, comparé aux 160 euros des 604 que j'aime beaucoup mais qui sont quand même un peu onéreux. Voilà, quoi, ça va. Pour ce que j'en mets du micro-timbre dans mes mix, ça fait largement le taf. Ensuite, au niveau des tomes, eh bien, comme je vous l'ai dit, j'ai des 604, donc là vous n'en voyez qu'un, c'est normal puisque j'ai le tome de 12 devant. Donc un 604 là, et il y en a un autre qui est par terre que j'utilise normalement pour la configuration tome aigu, tome médium. Et sur le tome basse, j'ai un 906, je crois que c'est ça, ouais, 906, qui normalement est plus vu sur les amplis guitare, d'où sa forme vous rappellera peut-être justement ces types de micros, c'est pas pour rien, mais qui fonctionne aussi très bien sur les tomes, puisque je l'ai vu à plusieurs reprises dans des studios et utilisé par des batteurs sur YouTube. Et en fait, pourquoi ce choix? Tout simplement, c'est un choix un peu imposé par défaut, puisque j'ai acheté ce 604 et ce 906 en lot, un ami à moi qui vendait les deux. Donc je me suis dit, pour le prix où j'ai eu ça en plus, je crois qu'il m'avait fait ça pour 160 les deux. Normalement c'est le prix ou 150 les deux, et normalement un seul 604.
ou un seul 906, c'est 150. Donc c'est moitié prix. Donc pensez à l'occasion, hein, franchement, pour vous équiper avec, si possible, dans votre entourage plus ou moins immédiat. Moi, c'est ce que j'ai fait pour ces trois-là, justement. Là, c'est le triangle de l'occasion, si vous voulez. Et ça permet d'économiser pas mal de sous, et jusque-là, aucun des micros ne m'a jamais fait défaut. Et voilà, j'ai eu les deux en pack. Et le seul inconvénient de celui-ci, bah, c'est qu'il faut un pied, du coup, pour le mettre dessus. Mais franchement, on s'en sort. Et puis ça me fait une couleur un petit peu différente dans mon parc de micros. Alors pour le Charlet, justement, bah, j'ai retrouvé le fameux Electro Voice PL37, en fait c'est celui-là. Donc c'est le PL37, heureusement j'ai pu vérifier dessus. Donc celui-là, là-dessous, pour la caisse claire, c'est le PL35. À deux chiffres près, quoi, merde. Écoutez, donc PL37, PL35 pour le timbre, et le fameux PL37, du coup ça n'a rien à voir. Il y a deux chiffres de différence, mais en l'occurrence le micro n'a rien à voir, puisque c'est un micro à condensateur cardioïde, donc condensateur, c'est-à-dire très sensible, contrairement à un micro dynamique qui est capable d'encaisser des niveaux un peu plus vénères. Le micro à condensateur, c'est généralement beaucoup plus utilisé justement pour tout ce qui est overhead, sources sensibles comme les guitares acoustiques, les instruments à cordes, le violon, tout ça. Et avant que vous me posiez la question dans les commentaires, vous inquiétez pas, je vais y répondre de suite. Cette petite pince en dessous, c'est une pince micro de chez Audix. Elle est vraiment très très pratique, et en fait j'ai eu cette idée suite à ma saison d'orchestre de bal, dans laquelle l'ingé son, que je salue, Bertrand, si jamais tu me regardes, avait fixé le micro de Charlet de cette manière pour éviter de s'encombrer d'un pied supplémentaire par-dessus. Ce que d'ailleurs j'aime pas trop, puisque j'ai une fâcheuse tendance parfois à le frôler dangereusement avec ma baguette, voire à le toucher un petit peu, selon comment il le positionne. Donc là, l'avantage en plus, c'est que visuellement, ça permet un rendu plus propre. C'est vrai que c'est une technique plus utilisée en live, mais moi, jusque-là, en studio, ça m'a donné satisfaction. Et au pire, si je veux prendre le dessus du Charlet, bah, je peux le fixer soit sur le pied de cymbale, soit sur le pied d'overhead ici. On se débrouille, quoi. Et puis, j'ai toujours un pied en rab. C'est sûr que du coup, le rendu sera un petit peu différent, puisque moi, ma cymbale, du dessous, là, sur le Charlet HHX Evolution, est plus épaisse. Du coup, le résultat est d'autant plus brillant et d'autant plus épais, alors que dessus, ça prendrait plus la définition de la baguette et un son un petit peu moins flashy, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Donc PL37, fixation de micro Audix, vous inquiétez pas, je vous mettrai toutes les références dans la description. Au niveau de la grosse caisse, là aussi, volet important de notre tour des micros, eh bien, j'ai deux micros dans cette petite grosse caisse Pearl, et dans toutes les grosses caisses, hein, par défaut, selon le résultat que je veux obtenir, ça bouge. Mais là aussi, encore un Electro Voice. Tiens donc, tout ça, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que, comme je l'ai évoqué pour le micro de timbre de la caisse claire, eh bien, sur l'offre du marché en ce qui concerne les micros de grosse caisse, eh bien, en tout cas les micros de marque, eh bien, c'était le moins cher. Je voulais pas prendre une sous-marque parce que je garde en tête toujours la revente au cas où mes goûts changent et mes besoins changent, et c'est toujours mieux de revendre un Electro Voice, ça donne toujours plus envie qu'un Fame ou qu'un T-Bone. Donc voilà, je suis parti là-dessus, et puis parce que la courbe de réponse et les avis des gens avaient l'air pas mal. Moi, je suis satisfait à l'utilisation, le revêtement est vraiment agréable et tout, et je crois que je l'ai payé un truc genre 77 ou 80 euros. Donc imbattable comparé à un Beta 52 où là on est plus sur du 150-200 euros, quoi. Alors du coup, c'est sûr, il y a des gens qui vont vous dire oui, mais c'est mieux de prendre des références que tout le monde connaît, des trucs sérieux, tu es chaud, un Beta 52, SM57, et ben écoutez, on fait avec le budget qu'on a aussi à un moment donné, et ça reste quand même du Electro Voice, donc gage d'un minimum de sérieux. Et franchement, moi en tout cas pour ce que j'en fais, ça fait le taf, et personne à ce jour ne m'a demandé
si j'avais bien un Beta 52 et un SM57 sur la caisse claire. Ce qui compte, mes amis, c'est le résultat et ce que vous mettez surtout sous les micros à la source, donc votre son de batterie, d'où l'objet de cette chaîne, hein, parce que sans une batterie bien réglée, le matos, voilà. Ensuite, deuxième micro à l'intérieur de la grosse caisse, puisqu'en général je fais une config comme celle-ci, avec celui-là soit dans le trou, soit à la sortie, mais un petit peu éloigné quand même pour pas qu'il prenne tout le souffle dans la gueule, voire des fois devant la peau directement, si je veux vraiment juste récupérer la rondeur du fût et la résonance. À l'intérieur, là par contre, oulala, j'ai un magnifique micro de chez Fame, marque Music Store, sous-marque de chez Music Store, équivalente à T-Bone chez Thomann. Et c'est un micro plaque à condensateur, donc toujours même type de sensibilité que le Electro Voice sous le Charlet qu'on a vu. Mais là, c'est un micro normalement de surface qu'on appelle micro plaque, qui est d'ailleurs fait pour se poser comme ça par terre et pour prendre les dialogues des acteurs, par exemple au théâtre, ou des gens qui font des claquettes apparemment même, des choses comme ça. Et c'est utilisé à l'intérieur des grosses caisses souvent, mais avec son cousin de marque de chez Shure, le Beta 91, si je ne me trompe pas. Et pareil là, en termes de budget, voilà, pour l'utilisation que j'en ai, ça n'avait pas de sens pour moi de prendre un Beta 91, parce que là c'est un micro pareil assez onéreux. Vous allez me dire, c'est pas pour rien, mais n'empêche. Du coup, et comme j'étais pas certain en plus d'être satisfait de ce type de configuration, je suis parti sur le Shure et pareil, je l'ai payé 30 €. Donc franchement, pas cher du tout et j'ai pas eu de soucis avec à ce jour. Et en général, en complément de celui-là, fatigue, eh bien ça fonctionne plutôt pas mal. Et enfin, en ce qui concerne les fameux overheads, ça pour l'anecdote, ce sont les premiers micros que j'ai achetés. Voilà, une paire d'overheads de chez AKG, c'est les P171, donc c'est la 170, pardon, les P170, et c'est la série Perception, donc de chez AKG. Maintenant, ils ont changé de couleur, ils sont tout noirs, c'est moche, désolé AKG. Moi, je préfère largement cette couleur-là qui est bien plus classique et qui fait beaucoup moins bas de gamme. Peut-être que ça leur coûtait plus cher à produire, j'en sais rien. Et c'est des micros que j'avais achetés lorsque je débutais, que je me branchais juste dans une mixette Behringer, même pas une carte son, et que je faisais sortir ça avec un câble stéréo pour rentrer dans l'entrée micro intégrée de mon ordinateur portable, à l'ancienne vraiment. Je vous dis pas. Et en fait, voilà. Fameux petits P170 qui, pareil, font très bien le job pour une somme tout à fait modique, voire dérisoire. Parce que de mémoire, à l'époque, je les avais payés 90 € le micro, donc 180 € la paire, quelque chose comme ça. Et franchement, pour le prix et le nombre d'années où je les ai, ils m'ont vraiment bien rendu service et je m'en suis servi pour toutes sortes d'utilisations, puisque c'est les premiers que j'ai eus et que j'ai dû faire avec ça pendant au moins un an avant d'avoir mon SM57 de chez Shure. Et je m'en suis servi pour à peu près tout, de la batterie en passant par le chant, la guitare, bref, tous les grands classiques quoi. J'ai tout testé avec et ils s'en sortent plutôt pas trop mal, en tout cas pour mon oreille de musicien expérimenté. Bon, je suis pas ingénieur du son expérimenté, du coup il y en a certainement, si c'est le cas parmi vous, à qui ce genre de micro arrache complètement les oreilles. Mais que voulez-vous, pour l'instant, moi, j'entends pas leurs limitations, certainement parce que j'ai pas essayé autre chose aussi, me direz-vous, et c'est totalement vrai, et en même temps, eh bien, si j'avais le budget, comme on dit, j'en testerais des choses. Ah oui, et avant que j'oublie, là, on a un magnifique micro-room. Un micro-room, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un micro de son de pièce qui donc prend un petit peu le son de la batterie dans son ensemble avec la résonance de la pièce, pardon, petit micro. Et c'est le fameux micro que j'ai utilisé, si vous l'avez vu dans ma vidéo, j'enregistre avec un micro à 30 €.
Donc vous avez deviné du coup le prix du micro, 30 €. Et là pareil, c'est un micro de chez Fame. Sacrilège! Un micro de chez Fame que j'ai utilisé tout simplement et que j'ai choisi parce qu'il était pas cher et que je voulais faire des tests justement avec la room avant d'investir dans des micros plus chers. Alors c'est sûr que là, à ce prix-là, on entend la différence sonore, ne serait-ce qu'avec des micros à 90-100 €. Mais à mon goût, pareil pour la dose de room que je mets dans mes mix finaux, eh ben, ça fait tout à fait bien le job. Peut-être que pour vous ce sera un petit peu trop brillant et un petit peu trop irritant au niveau de l'oreille, mais franchement moi je trouve que ça passe. Petite précision qui peut être importante pour vous, au niveau des stands que j'utilise, eh bien c'est un mélange pareil de plusieurs choses. Pour le stand le pied de micro grosse caisse, c'est un pareil, je crois que c'était un Fame de chez Music Store, un truc à coude flexible justement parce que je trouvais ça inutile de mon expérience, parce que j'ai fait quelques studios et quelques lives quand même, et à chaque fois on s'emmerde avec un pied certes catalogué comme petit, mais qui reste toujours un petit peu encombrant. Moi je voulais vraiment quelque chose qui esthétiquement soit sympa et qui prenne le moins de place possible. Et ce pied à flexible avec en base ronde en petite fonte est vraiment pas mal. Après on peut pas lui mettre à bloc de poids dessus, donc là le micro grosse caisse je mettrai pas beaucoup plus dessus, puisqu'une fois qu'il est un peu déplié avec le poids vers l'avant, ça a tendance à pencher un peu parfois. En ce qui concerne les autres stands, là au niveau des pieds de micro overhead, ce sont des pieds de chez Gravity. C'est une marque assez récente et qui est vraiment pas mal parce que pareil, d'un point de vue rapport qualité-prix, c'est franchement sympa. Et j'en ai pris du coup 2 avec des embases pareilles rondes en fonte. Moi j'aime pas du tout les trépieds, non seulement pour la place que ça prend, mais en plus pour des raisons esthétiques. Donc je suis parti sur des embases rondes en fonte et vraiment regardez, si je les secoue, faut vraiment les pousser quoi, pour que ça tombe. Et le système de réglage avec un petit loquet là, c'est comme une petite clac-clac comme ça, c'est vraiment pas mal. Et pareil, l'appréhension et tout en main, tout ce qui est roulette traditionnelle est bien cool aussi, en matériaux caoutchouc. Donc c'est pas mal, et là aussi je ne saurais que vous conseiller de ne pas vous diriger vers des pieds bas de gamme de type Millennium ou Fame ou marque Music Store ou Thomann ou les trucs pas chers de chez Woodbrass, enfin tous les trucs pas chers. Fuyez-les, parce que là par contre, croyez-en mon expérience, à chaque fois que j'ai utilisé des pieds de ce style, je l'ai regretté, sauf pour le petit machin de grosse caisse, mais à chaque fois que c'est des trépieds, pas terrible, franchement la construction de suite en main c'est pas beau quoi, et ça dure pas longtemps du tout, et il finit toujours par y avoir un truc qui se dévisse et que tu peux pas revisser ensuite. À régler c'est une chierie, et puis et voilà quoi. Franchement, et en termes de durabilité c'est pas oufissime. Donc pareil pour celui-ci, la fixation Audix pour le Charleston, et après au niveau, excusez-moi pour l'atterrissage, au niveau de la caisse claire, donc caisse claire par ici, je sais pas si vous le voyez là, mais c'est un petit pied de chez Hercules, donc là pareil une marque assez connue, et rétrospectivement parlant j'aime moins celui-ci, c'est celui que j'aime le moins, puisque la bague la roulette de serrage pour l'inclinaison principale est beaucoup moins agréable que les Gravity. Elle a tendance à grincer un peu, bon, c'est un pied à 35 € en même temps. Mais après il est pratique dans le sens où l'embase est en forme de H, comme la première lettre de la marque, et que ça permet de se faufiler entre les pieds. C'est notamment pour ça que je l'ai pris, puisque souvent la caisse claire on est un peu bloqué si on veut mettre un trépied, voire une embase ronde, puisque ça prend pas mal de place. Là c'était vraiment, je l'ai pris pour l'encombrement minimum. Et heureusement par contre que je ne le manipule pas beaucoup, puisque voilà,
La roulette, pourquoi j'appelle ça une roulette? La clé de réglage d'inclinaison est vraiment pas terrible quoi. Ça grince et tout quand vous la penchez. Ça inspire pas forcément confiance, mais après sinon le reste est conforme à ce que j'en attendais. Et pour l'instant il m'a pas laissé tomber. Donc ça, on va pas s'attarder plus dessus. Et enfin, le pied de Tom Bass que vous voyez là, c'est pareil que les Overhead. Un pied en base ronde en fonte de chez Gravity. Mais là, c'est la version... en fait, c'est une version... c'est pas petite, c'est la version moyenne, si vous voulez. Je vous retrouverai la référence, de toute façon, pour vous la mettre dans la description. Mais c'est le même principe que des pieds comme ça, avec un réglage ici pour permettre de le monter et descendre, mais plus petit. Parce qu'il y a des pieds comme ça, petits, comme le Hercules d'ailleurs, mais sur lesquels vous êtes limité. Vous avez le tube principal à une hauteur, et puis c'est directement le réglage de l'inclinaison, et c'est tout. Vous ne pouvez pas étendre la tige principale pour gagner de la hauteur, alors que celui-ci, oui. Et c'est pour ça que je l'ai pris, puisque je savais que ça risquait parfois d'être limite, notamment si je voulais l'utiliser, par exemple, sur des tomes plus hauts. Au moins, j'ai ça dans mon arsenal aussi, si jamais le besoin s'en fait sentir. Et voilà, on a fait à peu près le tour. Donc tout ça, c'était ma config d'enregistrement, avec vraiment tout ce que j'ai pu vous montrer autant que possible. Si jamais j'ai oublié des choses, eh bien, n'hésitez pas à me le dire et à me poser des questions dans les commentaires, comme d'habitude. Si vous êtes habitué à la chaîne, vous savez que j'y réponds le plus vite possible. Je réponds à tout le monde, donc n'hésitez pas à me solliciter. Si jamais vous voyez qu'il n'y a pas de réponse parce que vous avez répondu à un commentaire d'un commentaire, contactez-moi directement sur ma page Facebook. Là, je vous répondrai avec plus de précision. S'il y a des choses que vous aimeriez voir traitées dans une prochaine vidéo, dites-le moi aussi, ça m'intéresse. Je le note systématiquement pour justement le garder en stock si jamais il y a des demandes sur le sujet que vous souhaitez voir. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura été utile, que vous avez tenu jusque-là. Bravo, parce que là on a pas mal blablaté et c'était un petit peu décousu. Hein. Je vous ai pris avec moi comme si vous rentriez directement dans ma pièce pour changer un petit peu du format habituel, un peu plus rigide, si j'ose dire, un peu plus cadré. Là voilà, je voulais vous faire un petit tour à la cool, tranquille, et vous raconter mes petites anecdotes de tonton Rémi, qui a acheté des micros quand il avait 15 ans et que maintenant, voilà, il se retrouve avec une chambre pleine de matos. C'est super! Merci en tout cas d'être resté avec moi, merci pour votre attention et votre soutien comme d'habitude. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.